Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. Autrefois, pour parler de cette situation d'état de siège, d'ailleurs vous étiez parmi les premières personnes à vous exprimer là-dessus sur nos antennes sur Télé 50, une année après, votre bilan personnel par rapport à cette situation d'état de siège. Bon, en fait, il faut savoir que l'état de siège, c'est quelque chose que nous avons eu à demander, à souhaiter, vu la gravité des massacres, des crimes qui s'est passé à l'Est. Et nous avons beaucoup d'espoir dans l'état de siège, que ce soit nous les élus, que ce soit aussi surtout la population qui était victime des atrocités, des ADF, des groupes armés. Et ils attendaient ça vraiment avec un espoir que la paix, elle reviendra. Mais malheureusement, après une année, on constate que les résultats sont vraiment maigres. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ils sont très peu maigres par rapport d'abord aux attentes, mais aussi par rapport aux autres choses qui viennent avec l'état de siège, et notamment la privation des libertés. Donc il y a beaucoup de sacrifices que les populations de l'Est ont fait, et en contrepartie, les résultats en termes de paix peinent à venir. Donc il fallait qu'on puisse voir comment essayer de retourner à une vie normale, mais en continuant bien sûr avec des opérations qui permettent de mettre fin à l'insécurité. Il y a des gens, tout à l'heure on a vu des commentaires sur internet, des gens ont dit que depuis l'instauration de l'état de siège, on est arrivé à compter 1 voire 2 semaines sans tuerie dans cette partie du pays, que ce soit l'Ituri au Nord Kivu. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, si c'est en termes de chiffres, il faut savoir que durant la période de l'état de siège, on a eu plus de 5000 morts. Donc on en a eu plus qu'en dehors de l'état de siège, si c'est en termes de chiffres. Et en termes de l'intensité des atrocités, donc ce sont les chiffres, on voit le nombre de morts. Et les nombres de morts, les chiffres ne trompent pas, ils sont plus élevés qu'avant. Au contraire, ce qu'on peut dire, c'est qu'au début de l'état de siège, beaucoup de ces acteurs négatifs des groupes armés ont eu peur de l'état de siège. Ils ont eu à prendre un temps d'observation. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'en soi, il n'y avait pas tellement une pression sur eux. Ils ont repris les activités. Donc, et de manière plus forte. Et plus forte. Ils ont gagné du terrain par rapport à Ils ont pris une manière plus forte, mais c'est aussi un signe aussi de vouloir essayer de saboter. Parce qu'on ne se le cache pas, mais et aussi l'état de siège, il fait mal à ces rebelles. Il fait mal, donc il faudra aussi montrer que l'état de siège ne vaut rien, qu'il faut qu'on puisse... Mais nous, on a d'autres optiques. Nous, on ne suit pas cela. Nous, on voit du côté de la population. La population, réellement, elle souffre. Et nous sommes convaincus qu'il y a moyen de combattre ces groupes armés, ces terroristes, sans état de siège. Parce que l'état de siège affecte aussi la population. Donc, qu'on remette d'abord la population dans un climat de confiance et qu'on laisse les militaires faire leur travail de traquer ces rebelles. Et nous pensons que c'est quelque chose qui peut être fait sans état de siège. On a eu à le faire à l'époque avec le CNDP, les M23 avec feu le général Mamadou et Baouma. Ils ont eu à combattre, à mettre fin au M23. Ils commençaient même aussi à mettre fin aux ADF sans état de siège. Donc c'est quelque chose qui est faisable et je pense que... Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut reprocher, à part, vous avez dit, cette privation de liberté totale à la population, c'est-à-dire les libertés n'étaient plus totales comme avant, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à reprocher à l'administration militaire qui a géré la province, les deux provinces? Oui, il faut savoir que l'administration militaire, nous, à notre entendement, devait être leur premier objectif, devait être les opérations. Donc intensifier les opérations, mais on s'est rendu compte qu'ils se sont plus investis dans la mobilisation des recettes. Donc au lieu d'être des administrateurs militaires, la plupart sont en train de devenir des administrateurs économiques et financiers. Donc, vous voyez leur rapport, ils mettent, non, on a eu une augmentation de 26% des recettes. Mais il faut savoir à quel prix ils ont eu à atteindre ces taux de 26%.
c'est en tracassant, en martelant sur la population. Ce qui augmente au contraire le rejet de la population face à l'état de siège. Donc ces chiffres-là d'augmentation des recettes, c'est une augmentation aussi des tracasseries, une augmentation de la pression. Vous voyez, actuellement à Goma, il y a des gens qui sont obligés de mettre leur taxi, on les a forcés à mettre leur taxi, de peindre leur taxi en jaune. C'est une bonne chose, oui. Mais au niveau du conducteur, c'est un coût. On lui exige, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais ça peut être dans les $70 ou plus, en un coup des dépenses imprévues. Il y a les plaques au niveau de l'identification des routes, des avenues. On les oblige à payer $15 par plaque, par maison. Tout ça, c'est quelque chose qui n'était pas avant l'état de siège. Donc la population, elle voit qu'en période d'état de siège, la pression fiscale a augmenté, mais les crimes qu'ils justifient, pourquoi ils font ça? Non, on continue à tuer à Goma. Malgré qu'on a mis les taxis, qu'on appelle les taxis en jaune, malgré qu'on a mis les numéros des avenues, les meurtres continuent. Donc, en tant que population, ils voient que les côtés positifs, ils n'en voient pas, mais les négatifs, surtout la pression financière, elle est là. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les gouverneurs militaires, les administrateurs ont eu à vouloir, en quelque sorte, compenser leur échec dans les opérations militaires par une soi-disant mobilisation des recettes. Et ce n'est pas la mission qu'on leur a menée. S'il y avait moyen même que les recettes ne viennent pas, mais que la paix vienne, là ça va. Mais dire qu'on a augmenté de 26%, mais en augmentant aussi la colère de la population, c'est quelque chose qui n'est pas louable. On vous entend vraiment comme élu de cette province. Mais il y a aussi eu des aspects extérieurs. Le président de la République a pris cette décision d'état de siège, on va le dire un tout petit peu par surprise. On était surpris un bon matin, après conseil de ministres, annonce de Patrick Mouyaya, ainsi de suite, puis paf, nomination de ces gouverneurs militaires. Puis il y a eu aussi l'intervention de l'armée ougandaise, UPDF. C'était pas prévu au départ. Il y a eu des doutes, il y a eu des soupçons, puis on les a vus sur terrain avec des opérations conjointes avec les FARDC. Vous, personnellement, vous avez pensé quoi de cette intervention? Il faut d'abord mettre ça dans le contexte. Et l'état de siège est venu d'une manière qu'on peut dire imprévue. Mais je pense que c'était dans une stratégie de ne pas dévoiler la stratégie. Et dans ce sens-là, c'était une chose qui a pu quand même prendre des pieds tous ces groupes rebelles et les groupes armés, et surtout chez nous à Massissi. Dès l'annonce de l'état de siège, beaucoup de ces groupes armés ont commencé à s'y rendre, même sans opération. Donc eux-mêmes avaient une certaine crainte de cet état de siège. Donc c'était quelque chose qui était bon, mais malheureusement la suite, en termes de logistique, d'appui, on a fait pratiquement un mois sans qu'il n'y ait rien de fait au terrain. En termes d'appui, de renforcement, de matériel et tout. Et ça fait en sorte que les gens qui avaient peur de cet état de siège ont commencé à voir une certaine résistance. Une résistance. Et autre chose aussi qu'on peut dire au niveau de la mutualisation, c'est une réponse aux demandes des députés. Parce que nous avons eu à faire une évaluation de l'état de siège, on s'est rendu compte qu'au rythme actuel, nous n'atteindrons pas les buts. Et la proposition qui a été faite, c'est de voir comment appeler ces pays voisins, qui après tout, ce sont des rebelles qui disent combattre l'Ouganda et le Rwanda. Mais prenons d'abord le cas des ADF. Ce sont des rebelles qui sont là pour soi-disant combattre le régime ougandais. Mais leurs crimes, ils l'ont fait principalement ici au Congo. Nous avons eu à demander plusieurs fois comment est-ce que les Ougandais ne nous appuient pas. Mais et ça a pris du temps. Et à cette époque, il y a aussi un événement qui s'est passé, que les ADF ont eu à faire des attaques au niveau de Kampala, qui a amené les Ougandais à sentir que réellement, ces gens, c'est une se souviendra notamment de cet attentat terroriste. Oui. Et ils ont pu aussi venir intervenir. Et je peux dire qu'au premier jour des opérations, ça a été une bonne chose. Parce qu'ils ont quand même... Les Ougandais ont deux choses que nous n'avions pas. Ils ont des informations. Parce qu'ils ont des informations des rebelles, des positions, à travers leurs agents d'espionnage. Mais ils ont aussi des matériels, surtout de l'artillerie lourde. Donc ils ont pu bombarder pendant une semaine tous ces camps principaux des ADF. Et tous les camps principaux des ADF ont été totalement détruits. Ça leur a coûté beaucoup d'argent, semble-t-il. Ça a coûté beaucoup d'argent. Mais jusqu'à présent, je pense que c'est
c'est le gouvernement ougandais qui prend ça en charge, parce qu'eux-mêmes aussi ont en fait un intérêt. Ils ont aussi un intérêt que la paix aussi revienne ici au Congo, parce qu'à part le mettre fin au niveau des ADF, il y a aussi des accords de partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, pour ce qui est de la construction des infrastructures, des routes. La route Kasindi-Beni-Butembo, qui passe dans une zone qui est affectée par les ADF. La route de Bunagana-Ruchuru-Goma, qui passe dans une zone qui est affectée par les M23. Donc ils ont en fait un intérêt économique, un intérêt sécuritaire, et je pense que si on continue dans ce sens-là, on jette tous les efforts de la région, que les Ougandais nous aident et que d'autres alors pays, des On East va parler Africa, justement de qui nous ça, aident des aussi. autres pays. Avec l'Ouganda, on sait que ça marche très bien, mais avec le Rwanda, il y a eu des sorties médiatiques du président de la République qui ont quand même dérangé. Il a un tout petit peu saboté l'état des sièges. On a senti que ça le dérangeait un tout petit peu, on dirait, cette situation. Oui, ce qui est au niveau du Rwanda, il faut savoir, il y a quand même un antécédent qui est un petit peu plus lourd envers le Rwanda qu'envers l'Ouganda. Même envers l'Ouganda, il y a eu un temps où il fallait d'abord que les notables de Beni, de Lubero puissent essayer de peser, de sensibiliser la population, la société civile. Et en fin de compte, ils ont eu à comprendre que ce qui s'était passé avant, en 98, avec la guerre de Kisangani, et même aussi à Beni, ils se sont battus aussi à Beni. Donc que les Ougandais de 98 ne sont plus les mêmes que les Ougandais de 2022. Et à ce sens-là, je pense qu'à l'heure actuelle, la population de Beni, de Lubero, est plus ou moins satisfaite des interventions des Ougandais. Mais tandis que pour le Rwanda, il y a encore des ressentiments qui sont là. Et de sorte que les populations qui sont au niveau de la zone de Masisi, de Rutshuru, de Goma, de Nyiragongo, qui sont donc à la frontière avec le Rwanda, sont encore un petit peu réticents à accepter que le Rwanda puisse encore alors intervenir. Mais je pense que la collaboration peut être d'une autre façon. Au lieu que des militaires viennent, des militaires des troupes rwandaises viennent, ils nous aident avec ce qu'ils ont. Ils ont aussi des renseignements. En termes de renseignements, ils ont des renseignements, ils ont aussi des contacts et des connexions avec des différents groupes. Donc vous pensez que Paul Kagame notamment a été les choqué M23. Paul Kagame a été choqué que l'on ait à faire alliance avec l'armée ougandaise plutôt que l'armée rwandaise pour cette opération d'état de siège? Non, mais les alliances doivent être dans des différents niveaux. Donc on peut avoir un partenariat pour des actions sur terrain. On a aussi des partenariats pour des actions de renseignement. Je pense qu'à part l'Ouganda ou le Rwanda, mais il y a d'autres pays étrangers qui nous aident en termes de renseignement. Il y a eu une époque où on a eu à avoir des militaires ici américains. Ils sont venus, mais ils ne sont pas venus pour amener des troupes sur terrain. Moi, je pense et je crois qu'ils nous aident aussi en termes de renseignement. En termes de renseignement, en termes d'appui, en termes de financement, en termes de logistique. Donc, l'appui peut être dans différentes forces. Mais pour avoir une présence physique des troupes rwandaises actuellement au niveau du Nord Kivu, c'est quelque chose que la population n'est pas encore prête à accepter. Ça, c'est une paire de manches aussi. Et là, le président de la République a décidé d'une table ronde. Ça veut dire pratiquement une année après avoir décrété cette opération, après avoir observé tout ce qui s'est passé. On dit, bon, maintenant, on va se mettre, on va réfléchir ensemble, on va voir qu'est-ce que l'on doit produire comme résultat. Déjà, des réactions sortent de partout. J'ai vu que vous sous-entendez par cette table ronde, ça veut dire c'est la fin de l'état de siège d'ici le 15 juin. C'est un message que vous avez partagé. Il y a d'autres personnes qui disent, bon, c'est pour évaluer. Peut-être qu'il y aura une autre formule, peut-être une autre alliance, une autre nouvelle qui va faire paniquer les rebelles. Il y a aussi d'autres personnes qui se disent, mais pour démarrer l'état de siège, il n'y avait pas eu de table ronde. Pourquoi faudrait faire une table ronde, c'est-à-dire dilapider encore les fonds publics pour prendre une décision s'il faut maintenir ou mettre fin à cette situation d'état de siège? Vous, personnellement, vous attendez à quoi? Bon, et ce qui est de la table ronde, nous pensons que d'abord, il faut savoir, nous avons, au niveau des élus, parce qu'on a eu à faire une évaluation au sein de la commission défense et sécurité, nous avons eu à faire aussi une évaluation sur terrain,
où ils sont partis en délégation des députés, la commission, le ministre de la Défense. Et dernièrement aussi, encore, le Premier ministre a encore fait une tournée à Goma, donc au Nord Kivu, en Ituri. Et tous ces rapports-là montrent que la population est d'abord fatiguée de l'état de siège. Ça, c'est une chose. Et de deux aussi, les résultats escomptés ne sont pas à la hauteur de ce que les gens attendaient. Donc, il s'impose qu'on puisse essayer de faire une réqualification de l'état de siège. On ne demande pas la fin et après on fait comme si de rien n'était. Non, les massacres sont encore là. L'insécurité est encore là. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut soulager la population d'abord, qu'elle retourne dans une vie plus ou moins normale, mais que les opérations aussi puissent aussi être concentrées dans des zones chaudes. Il y a les cas de Béni, qui est différent de l'insécurité qui est à Goma, qui est à Massissi, qui est à Wawalikale. Il y a aussi le cas de Irumu, qui est différent de ce qui est à Bunia ou à Aru. Donc il faudrait qu'on puisse voir comment, d'abord, on remet l'administration civile en route. Parce que l'administration civile doit être responsable d'abord de tout ce qui est du développement. Ils doivent gérer le développement et tout ce qui est à leur administration. Et les militaires se concentrent sur les opérations, uniquement les opérations, mais qu'ils quittent l'administration, qu'ils quittent la justice. Que toutes ces choses-là, d'administration, développement, justice, puissent être entre les mains de l'administration civile, dont les élus, les députés et provinciaux sont les représentants de cette population pour essayer de faire le suivi, notamment avec les projets de développement des 145 territoires. Il faut que ça puisse être suivi par des élus, civil, des représentants de la population. Et maintenant que les militaires aussi puissent essayer de se concentrer. Et nous espérons qu'au niveau de cette table ronde, d'abord, il faut qu'on sache, qu'on accepte que l'état de siège doit prendre fin. Ça, c'est une chose. Que nous, au niveau des élus, nous sommes dans cette ligne-là. Donc, nous sommes d'abord pour que l'état de siège prenne fin. Unanimement. Pour ce qui est des élus du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous sommes, parce que nous avons un feedback permanent. Vous savez ce qui se passe. Donc, il faut que l'état de siège prenne fin. Ça, c'est une chose. Et de deux, quels sont maintenant les mécanismes qu'on va faire de sorte que ces opérations-là puissent être menées d'une façon mieux que ce qu'elles sont, en termes d'opérations, de logistique. Et pour moi, je pensais, bon, personnellement, je pense que la table de ronde en soi, elle ne devrait même pas être là. Il fallait qu'on puisse d'abord mettre fin et que maintenant, au niveau de l'état-major, puisse essayer de voir comment essayer de réorganiser l'administration, tout ce qui est les secteurs opérationnels et autres choses. Mais comme le président a jugé bon, qu'il puisse encore essayer de voir comment nous réunir, nous serons là pour essayer de lui donner nos apports et lui donner aussi les remarques que nous avons eu à avoir. Et j'espère que c'est quelque chose qui sera fait avant le 15. Parce que le 15 juin, il faudrait que la vie normale puisse être de retour. Pourquoi la date du 15 particulièrement? Le 15 juin, il faut savoir que nous sommes en session. Et la session, elle prend fin le 15 juin. Et si la situation n'est pas clarifiée avant le 15 juin, il y aura deux cas. Soit nous n'irons pas à vacances parlementaires, parce que ce n'est que l'Assemblée nationale qui est en mesure de proroger l'état de siège. Ce n'était pas le cas. Dernièrement, vous êtes allé en vacances, puis... oui, mais nous avons fait une loi. Nous avons fait une loi d'habilitation. Et pour cette session-ci, je pense que nous n'aurons pas l'heure à le faire. Nous n'aurons pas l'heure à le faire. Et pour cela, il faudrait que les choses puissent être clarifiées avant le 15. Ça, mais au cas où, j'aimerais que vous puissiez poursuivre votre idée, au cas où, bon voilà, le président de la République décide de continuer avec l'état des sièges. Il s'est dit, bon, c'est une bonne chose, on va y aller jusqu'au bout. Quelle sera votre réaction, à part la non-ratification de la loi d'habilitation? Non, tout ce qui est là, il faut savoir, nous avons déjà fait au niveau des élus du caucus du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous sommes déjà alors exprimés et nous avons y adressé même un mémo. Et actuellement, ça fait déjà plus de 3 prorogations pour lesquelles les élus du Nord Kivu et de l'Ituri ne participent pas à leur plénière. Nous ne participerons pas et nous resterons sur cette dynamique de savoir, et c'est maintenant au président
qui pourra voir est-ce qu'il sera en mesure politiquement de justifier comment est-ce qu'il peut demander la prorogation d'un état de siège sans les élus de cette population-là, sans les élus qui sont concernés. Donc là, c'est quelque chose qu'on voudrait maintenant faire subir à la population. Et je pense que le président a déjà eu le message et c'est pour ça qu'il a eu à appeler à ce que nous puissions essayer de nous réunir autour d'une table ronde et qu'on puisse chacun mettre des contributions, les idées. Mais nous, pour les élus, il y a une chose, c'est que d'abord l'état des sièges doit prendre fin et étudier d'autres mécanismes de sorte que les opérations puissent être en quelque sorte intensifiées et mieux organisées et que ces massacres prennent fin. Merci. Merci beaucoup, honorable Bangira Safari. À part cela, j'aimerais peut-être avoir les nouvelles de la base au niveau de Massissi, dans le Nord Kivu. Comment ils se portent? Quel est leur état d'esprit? Vous êtes certainement allé en vacances parlementaires là-bas. On vous connaît très assidu, en tout cas du côté de votre base. Quels sont les différents défis rencontrés ces derniers jours de ce côté-là? Les défis sont toujours les mêmes. Le grand problème, c'est la sécurité, et la gratuité. Mais du côté de la gratuité, les choses essaient d'évoluer un tout petit peu. La gratuité posait problème, mais il y a eu des améliorations. Oui, comment ça quand même, il y a eu au niveau des enseignants, mais nous attendons, il y avait une promesse qui devrait être faite ce mois-ci d'avril, qui n'a pas été faite. Nous sommes en train de voir exactement où le problème est. Mais pour ce qui est de la sécurité, il y a une grande attente au niveau du programme des DDR. Et là, c'est là où il y a eu une réunion qui s'est tenue à Nairobi avec tous les représentants des groupes armés. Pas tous, mais un grand nombre. Et nous attendons de voir la suite afin que d'abord tous ces groupes armés puissent être désarmés et être démobilisés. Et si possible aussi, laisser la possibilité à ceux qui voudraient suivre le processus normal de recrutement, qui puissent aussi alors suivre ça pour être engagés. Merci beaucoup. On espère qu'ils se portent bien au niveau de Massissi, qu'ils ont suivi ce numéro de l'invité sur Télé 50 avec leur élu, l'honorable Ayo Bangira Safari. Merci beaucoup. Merci. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo